Bienvenue à nouveau. Nous sommes rejoints par Larry Johnson, un ancien analyste de la CIA, pour discuter des développements en Iran et au-delà. Nous recevons beaucoup d'images en provenance d'Iran montrant de terribles attentats à la bombe. Mais en Israël, les règles sont désormais beaucoup plus strictes concernant ce qui peut être rapporté. Je me demandais, que savons-nous des frappes qu'Israël subit? Parce que nous voyons l'Iran, nous voyons les États du Golfe, mais nous ne voyons pas beaucoup d'images en provenance d'Israël ces derniers temps. Oui, je pense que la situation en Israël est probablement pire qu'à Téhéran, en conséquence. Maintenant, il n'y a pas eu autant de morts, car l'Iran, encore une fois, ne cherche pas à tuer des Israéliens, mais à détruire leur infrastructure, à la fois économique et de renseignement militaire. Mais l'un des moyens qu'ils utilisent pour cela, c'est à travers ces ardents sionistes, Larry Ellison et son fils, qui ont acheté TikTok, donc ils contrôlent TikTok. Plusieurs des plateformes de médias sociaux que les gens utilisaient auparavant pour publier des vidéos sont désormais très difficiles à utiliser pour les Israéliens. Ils ont donc essayé de cultiver cette image selon laquelle Israël ne subit aucun dommage. En fait, j'ai publié hier soir sur sonar21.com une courte vidéo montrant l'inefficacité totale des systèmes de défense aérienne israéliens et américains déployés en Israël. On peut y voir 4 missiles balistiques frapper Tel Aviv et d'autres tomber à l'horizon. Des rapports commencent à circuler. J'ai eu des nouvelles de nos amis communs, Danny Davis et Doug McGregor. Nous avons tous les trois discuté en coulisses, et ils affirment qu'il y a une forte résistance en Israël. La division entre la police et l'armée s'accentue, et des manifestations éclatent. Il y a des pénuries alimentaires, les abris ne sont pas suffisants, et les habitants sont censés pouvoir rejoindre un abri en moins d'1 minute en cas d'attaque. Cette propagande diffusée par l'Occident prétend que Téhéran souffre et que tout va bien en Israël. C'est exactement le contraire. Je pense que ce que nous voyons, c'est une montée du désespoir du côté israélien. Ils essayent d'étendre la guerre contre l'Iran, et ils le font à travers certaines attaques sous faux drapeaux. Il y a eu un rapport faisant état d'une attaque contre un champ pétrolier d'Aramco en Arabie Saoudite. Eh bien, l'Iran a contacté les Saoudiens pour leur dire « Eh, ce n'est pas nous, nous n'avons pas fait ça ». Des choses similaires se sont produites en Azerbaïdjan, en Turquie et à Chypre. Il est donc clair que les Israéliens essayent de mener plusieurs opérations sous faux drapeaux, d'impliquer l'Iran, en particulier contre un membre de l'OTAN, afin que l'article 5 soit déclenché, et espérons-le, que toute l'OTAN se mobilise pour combattre l'Iran. C'est ce qu'Israël essaye de faire, et Dieu merci, ils échouent jusqu'à présent. Oui, donc Mark Rutte vient de prononcer un discours disant qu'il n'allait pas invoquer l'article 5 de l'OTAN parce qu'un missile se dirigeait vers la Turquie. Et j'ai aussi entendu parler de celui de l'Arabie Saoudite. On pourrait penser que ce serait crédible si les Iraniens revendiquaient tout ce qu'ils font, mais qui disaient ensuite « non, pas celui-là, ce n'est pas nous ». C'est intéressant, tu sais. Cela semble aussi, je suppose, presque imprudent si l'Iran était derrière l'attaque contre l'Azerbaïdjan. Et pourquoi un seul missile ou un seul drone? Je ne sais pas. Je suis au moins sceptique, disons-le comme ça. Mais un autre enjeu majeur, alors que nous en sommes à quelques jours de cette guerre, ce sont les pénuries d'armes. Parce que il y a eu beaucoup de discussions sur la question de savoir si les États-Unis s'étaient réellement préparés correctement pour une guerre aussi longue, ou s'ils avaient essentiellement parié sur le fait qu'elle serait très courte. J'ai vu Hegseth et Trump les qualifier de disposants d'armes illimitées. Mais en même temps, j'ai vu des discussions sur le retrait d'armes, des missiles THAAD et des Patriots,
de la Corée du Sud pour les envoyer au Moyen-Orient. Et cela pousse à se poser des questions. Je veux dire, nous savons qu'ils n'ont pas des réserves illimitées, mais cela soulève la question de savoir combien de temps les Américains peuvent maintenir ce combat. Bien sûr, ils ont toutes les raisons du monde de faire semblant de pouvoir se battre indéfiniment. Mais que savons-nous vraiment? Les informations sur le nombre réel d'armes dont disposent les Américains ne sont pas publiques. Eh bien, il y a deux, appelons-les des systèmes d'armes défensifs dont nous connaissons réellement le statut. Le missile PAC-3, tiré depuis la batterie de missiles Patriot, a commencé sa production en 2015. Entre 2015 et 2020, ils en produisaient entre 100 et 300 par an. Prenons donc le chiffre le plus élevé. Vous savez, 2015, 16, 17, 18, 19, 20. Ça fait 6 ans. Cela donne environ 1800 au total, le maximum possible sur cette période. Ensuite, pour 2021, 22, 23 et 24, la production est montée à environ 550 par an. Donc encore une fois, prenons 550 multiplié par 4, cela fait 2200. Ajoutez cela aux 1800, et je ne suis pas un adémate, mais cela fait à peu près 4000. Et puis en 2025, ils en ont produit 620. Voilà donc la production totale sur ces périodes, et souvenez-vous, des missiles Patriot ont été tirés en Ukraine. Et normalement, lorsqu'ils sont attaqués, on tire 2, au minimum 2, missiles Patriot sur la cible. L'Ukraine a reçu 974 de ces missiles, et je soupçonne qu'ils les ont tous utilisés à ce stade. L'autre élément, c'est que tous les systèmes Patriot ne sont pas placés sous un commandement central. Ils ne sont pas contrôlés par le commandant responsable de l'ensemble du Moyen-Orient. Il y a des patriotes dans l'Indo-PACOM. Ils doivent être prêts à combattre la Chine, et le commandement européen devrait en avoir aussi. Donc au final, il reste un nombre très très limité de Patriots. Et contrairement à ce que la Russie a fait au début de l'opération militaire spéciale, où elle disposait essentiellement d'usines qu'elle pouvait rouvrir, ils avaient les matériaux nécessaires pour produire. Ils ont simplement doublé, voire triplé la production. Ils ont fait travailler leur personnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les États-Unis n'ont pas cette capacité. Ainsi, avec les missiles Patriot, dans cette campagne actuelle contre l'Iran, je prévois que les États-Unis n'auront plus aucun missile Patriot à tirer d'ici la fin de la semaine prochaine. Il pourrait en manquer aussi vite. Le missile THAAD, comment l'appelle-t-il déjà? L'arme de défense de zone à haute altitude terminale, est semblable au Patriot, sauf qu'au lieu de coûter entre 3 et 6 millions de dollars par missile, chacun d'eux coûte environ 12 à 13 millions. Et ils n'en produisent qu'environ 69 par an. Ainsi, les États-Unis ne disposent pas de vastes réserves d'armes. Et puis, on en vient à des questions comme celle du Tomahawk. La production de Tomahawk nécessite certains minéraux rares que la Chine conserve. Donc, même si les États-Unis avaient la capacité industrielle, il ne suffirait pas d'appuyer sur un interrupteur pour en produire en masse. Il y a des problèmes de chaîne d'approvisionnement, il y a des problèmes structurels, manque d'usines, manque de travailleurs qualifiés, manque de matériaux. Donc oui, cette flambée d'activité que nous avons observée depuis samedi dernier, les États-Unis ne pourront pas la maintenir plus de 3 semaines, à mon avis. Ils devront réduire, ralentir. Mais comment vois-tu les choses? Étant donné que la guerre ne se passe pas bien, les États-Unis pourraient commencer à manquer de munitions. Les Iraniens ont manifestement frappé certaines bases, ce qui complique le ravitaillement en carburant et le réapprovisionnement en armes. Donc, s'ils doivent naviguer très loin, la logistique devient également un problème. On dirait que la stratégie a un peu changé. Au lieu de libérer les Iraniens,
Il semble maintenant simplement larguer des bombes massives sur Téhéran. Et maintenant, il n'y a pas que des discussions. Il y a déjà des mouvements en faveur d'une présence au sol. Probablement pas des Américains, je pense, mais au moins des supplétifs comme les Kurdes. Qu'en penses-tu? Eh bien, si les Kurdes sont assez stupides pour croire aux promesses de la CIA, ils vont rejoindre une longue, très longue liste de peuples à travers l'histoire qui ont fait confiance à la CIA et qui ont fini trahis, tués et appauvris. Regardez ce qui s'est passé au Vietnam, ou plutôt au Laos, avec les Hmong. Ils ont été recrutés pour combattre les Nord-Vietnamiens, et lorsque ces derniers ont fini par l'emporter, les Hmong se sont retrouvés abandonnés. Au lieu que les États-Unis se précipitent pour les sauver et s'occuper d'eux, nous avons simplement dit « Oh, tant pis, vous êtes livrés à vous-même maintenant ». C'est une stratégie étrange. Vouloir, je cite, mettre des troupes au sol en Iran. Le territoire iranien, en particulier le long de sa frontière occidentale avec l'Arabie saoudite et l'Irak, est un terrain accidenté, semblable à ce que nous avons vu en Afghanistan. Montagneux et difficile pour les opérations. Donc oui, on pourrait y installer un groupe insurgé, mais il serait tellement isolé qu'il n'aurait aucun impact sur la politique du pays. Et puis se pose la question de la logistique. Comment les approvisionner? Vous savez, s'ils tirent des munitions et qu'ils se retrouvent dans un échange de tirs, où vont-ils chercher plus de munitions pour se battre? Parce que, vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà porté une caisse de munitions, ça pèse environ 22 kilos, bien plus de 40-45 livres. Un homme peut peut-être en porter une, mais il ne va pas en porter deux. Il faut aussi avoir d'autres choses sur le dos. Donc cette idée qu'ils vont déployer une force terrestre pour faire pression sur l'Iran, cela va se terminer en désastre pour cette force terrestre. En fait, il y a déjà eu dans la nuit des premiers rapports indiquant que les Kurdes ont tenté de s'infiltrer et qu'ils ont été immédiatement pris en embuscade par les forces iraniennes. Et franchement, c'était prévisible. Pourquoi, à ton avis, la Russie a-t-elle vendu ou donné ses 28 hélicoptères d'attaque à l'Iran il y a 3 semaines? Parce que je pense que leur service de renseignement savait que cela faisait partie du plan. Nous avons vu l'Occident tenter de présenter un récit selon lequel l'Iran serait en lambeaux, que ses défenses s'amenuisent, qu'il ne pourrait pas résister à la puissance d'une offensive américaine. Pourtant, au cours des 3 derniers jours, 4 F-15 Eagle ont été abattus. Le dernier hier a été abattu au-dessus de l'Iran. Il y a eu ce qu'ils appellent une mission de recherche et de sauvetage au combat. Des hélicoptères américains sont intervenus et ont secouru les 2 pilotes, mais l'avion a été abattu. Nous voyons un nombre remarquable de rapports de fausses attaques provenant, vous savez, de la tentative d'attaque contre les installations pétrolières saoudiennes. Ils ont essayé d'en rejeter la faute sur l'Iran. L'Iran a contacté les Saoudiens et leur a dit « Eh, ce n'est pas nous ». Ensuite, il y a eu l'attaque à Chypre, celle qui aurait eu lieu en Turquie, et une autre en Azerbaïdjan. La stratégie d'Israël semble être pour le moment d'impliquer l'OTAN et d'élargir cette guerre afin qu'elle oppose l'OTAN à l'Iran et non plus seulement les États-Unis et Israël. Mais je pense que l'Iran a été assez efficace pour déjouer ces fausses attaques. Ainsi, les États-Unis pensaient qu'en tuant l'ayatollah Khamenei et les principaux dirigeants iraniens, le ministre de la Défense, le chef des gardiens de la Révolution, cela provoquerait l'effondrement du régime iranien. Maintenant, que se passe-t-il après cela? Même Marco Rubio a dit l'autre jour, je ne sais pas. Donc, tout cela n'a en réalité pas été planifié.
Il y a eu un peu de planification, mais en ce qui concerne la définition du type de résultat que les États-Unis souhaitent, tout ce qu'ils veulent, c'est qu'il n'y ait plus de mollahs à la tête de l'Iran, que ceux qui dirigeront le pays leur soient obéissants, fassent ce qu'ils leur disent de faire, et leur donnent un accès complet et sans restriction à leur pétrole et à leur gaz. Je pense que c'est de cela qu'il s'agit. Alors, la solution vénézuélienne. Mais une fois que cela ne fonctionne pas, on dirait qu'ils optent ici pour la solution syrienne, c'est-à-dire, oui, provoquer une guerre civile. Cela pourrait être, mais ce n'est pas seulement terriblement déstabilisant pour l'Iran. Et il faut se demander dans quelle mesure on souhaite qu'une guerre civile éclate dans un pays de 90 millions d'habitants. Mais j'imagine que Rubio n'a pas non plus de plan pour cela. Bien sûr, cela provoque aussi des ondes de choc en dehors de l'Iran. Je veux dire, les Turcs ne peuvent pas être ravis. Comment le reste de la région perçoit-il la possibilité que des troupes kurdes soient utilisées pour attaquer l'Iran? Oui, non. Les Turcs ont été en contact avec les Iraniens. Et en fait, c'est plutôt la bonne nouvelle dans tout ça. La Turquie et l'Iran se coordonnent. Maintenant, les analystes occidentaux, les conseillers de Trump et les Israéliens croyaient sincèrement qu'en lançant ces attaques, ils déchireraient le tissu social en Iran et provoqueraient davantage d'opposition au gouvernement. C'est exactement le contraire qui s'est produit. Vous savez, je sais que vous avez eu des discussions avec le professeur Morandi, et Morandi représente en quelque sorte un point de rupture entre les générations en Iran. Le professeur Morandi est entré dans l'armée iranienne vers l'âge de 17 ans, en 1980 ou 1981. La guerre Iran-Irak a commencé en septembre 1980, et le professeur Morandi, qui s'est engagé à ce moment-là, a été blessé à 2 reprises. Professor Morandi, who entered service, was wounded twice. But that event, that war, for the people. Mais cet événement, cette guerre, pour les personnes âgées de 17 ans et plus, est devenu une part importante de leur psyché. Cela a influencé leur perception des États-Unis, de l'Occident et des générations suivantes. Disons que ceux qui avaient, 10 ans en 1989, lorsque la guerre s'est terminée, eh bien, cela fait 37 ans. Ces personnes ont donc aujourd'hui 47 ans. Ils n'ont connu aucun autre événement dans leur vie qui les ait galvanisés, disons, en tant que patriotes de leur nation, jusqu'à juin dernier. L'attaque surprise à ce moment-là, mais maintenant c'est encore pire, avec ce qui s'est passé le 28 février. En conséquence, il y a cette nouvelle génération, celle des jeunes de la fin de l'adolescence, des vingtenaires et des trentenaires. Late teens, in their 20s, in their 30s, they are now, if you will, enraged. Ils sont maintenant, pour ainsi dire, furieux contre la duplicité et la perfidie de l'Occident pour avoir attaqué l'Iran d'une manière aussi lâche, surtout alors que des négociations étaient en cours. Et puis, pour couronner le tout, tuer, non seulement tuer, mais assassiner, au moins 165 petites filles âgées de 6 à 12 ans. Cela a uni l'Iran d'une manière qui ne l'était pas, disons, il y a un an. Nous avons observé le même phénomène aux États-Unis dans l'immédiat après 11 septembre 2001. Et c'est ce que ces soi-disant génies en Israël et aux États-Unis qui ont planifié cette opération n'ont pas pris en compte. Ainsi, à présent, ils ont rendu plus difficile le renversement du régime iranien. Celui-ci bénéficie de davantage de soutien et non de moins. The Iranian regime. It's got more support, not less. Eh bien, en plus d'autres pays qui sont entraînés, nous voyons également la guerre s'étendre sur le plan géographique, impliquant les États-Unis. Un sous-marin américain a coulé un navire de guerre iranien, je crois très loin des côtes iraniennes, près de l'Inde. Oui, c'était plus près du Sri Lanka, mais ils avaient été invités à participer à un exercice naval. Donc l'Iran y avait pris part pour cette raison. Je veux dire, le navire n'était pas armé pour le combat,
C'était essentiellement une mission d'entraînement diplomatique et les États-Unis l'ont pris en embuscade. And the United States ambushed it. Oui, donc Hegseth, très triomphalement, a même publié des vidéos de l'événement sur Twitter, et il a affirmé que c'était la première fois qu'un navire était coulé par un sous-marin depuis la Seconde Guerre mondiale. Encore une fois, très triomphalement. Ce n'est pourtant pas exact. Les Britanniques ont coulé un croiseur argentin pendant la guerre des Malouines. Mais si l'on met cela de côté, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est la référence à la Seconde Guerre mondiale, car on pense alors souvent aux nazis allemands. En réalité, lorsque les nazis coulaient des navires avec leurs sous-marins, ils secouraient ensuite les survivants, ce qui était, disons, la chose décente et honorable à faire. Et encore une fois, les nazis l'ont fait. Les États-Unis, non. Ils ont laissé les Sri Lankais les sauver. C'est assez choquant. Je veux dire, ça me rappelle un peu les attaques et même les doubles frappes sur ce bateau au large du Venezuela. Il y a quelque chose qui est mort ici, comme la civilité. Et il y a une certaine fierté derrière cela. Parce que, comment dire, Hegseth ne cesse de faire ses remarques, disant que, eh bien, nous n'allons pas être politiquement corrects quand nous combattons. Vous savez, les règles de base de l'état de droit, les lois de la guerre, sont ignorées parce qu'on considère d'une certaine manière que c'est politiquement correct ou woke. L'effort de civiliser le processus de s'entretuer, c'est pas facile. Mais tout cela est jeté par la fenêtre. C'est vraiment choquant. Eh bien, c'est pour cela, tu sais, qu'il se prépare lui-même à un procès de type Nuremberg. Supposons que d'une manière ou d'une autre, les États-Unis s'effondrent complètement et que l'Iran prenne réellement le contrôle. Il serait jugé comme criminel de guerre, ce que sont Trump et Hegseth. Ce sont des criminels de guerre et c'est dans ce genre d'action qu'ils sont engagés. Mais tu sais, je souriais pendant qu'on en parlait. Tu sais qui sont Volvo et Lexus, n'est-ce pas? Oui, j'ai vu leurs vidéos aussi. Au milieu de toute cette horreur, j'ai en fait apprécié la comédie. Alors Vovan, tu sais, je les connais tous les deux. J'ai passé un peu de temps avec eux lors de mon dernier séjour en Russie. Ce sont des types formidables, ils sont tous deux avocats, dans la trentaine. Et Vovan se déguise, il prétend être un conseiller de Friedrich Merz. Il dit oui, je m'appelle Adolf Asch. Et il parlait au Shah d'Iran, enfin à l'aspirant Shah d'Iran, le fils de l'ancien Shah. Et mon Dieu, quel homme incroyablement stupide que Pahlavi, parce qu'il se faisait piéger sans s'en rendre compte. Et il traitait avec... Eh bien, dès que j'ai vu la photo avec les cheveux noirs et la moustache noire, la petite moustache en timbre-poste, j'ai tout de suite compris de quoi il s'agissait. Mais non, il ne l'a pas fait. Donc, vous savez, c'est l'un des conseillers de Merz s'est en fait déguisé en Hitler et s'est fait appeler Adolf. Mais au-delà de l'aspect humoristique, j'ai trouvé cela fascinant à cause de ce qu'il promettait. Ah oui, les Allemands ont décidé, nous allons rejoindre la guerre. Nos missiles Taurus seront désormais lancés sur Téhéran. Et on se demande, vous savez, il y a ce nouveau dirigeant ambitieux en Iran. Que pense-t-il du fait que l'Allemagne envoie des missiles pour attaquer l'Iran? Il dit « Oh, c'est une excellente nouvelle. Nous espérions que plus de gens rejoindraient cette croisade. » Enfin, oui. Eh bien, vous savez, ce qui est fascinant, c'est la rapidité avec laquelle Téhéran a riposté cette fois-ci par rapport à juin dernier. Ils ont été frappés le 13 juin et il leur a fallu environ 10 à 12 heures avant de pouvoir réellement lancer un missile en direction d'Israël. L'autre grande différence entre ce qui s'est passé il y a 8 mois et ce qui se passe maintenant, c'est que ce n'est que le tout dernier jour de cet échange de missiles. Le 24 juin,
que l'Iran a finalement lancé un missile sur une installation militaire américaine. C'était à la base aérienne d'Al-Udeid, au Qatar, et apparemment c'était une sorte de donnant-donnant qui avait été négocié. Je ne suis pas sûr de qui était l'intermédiaire, mais les États-Unis et l'Iran se sont mis d'accord. D'accord, vous nous frappez, on vous frappe une dernière fois. Et ensuite, vous, l'Iran, pouvez continuer à vendre du pétrole à la Chine. Donc vous savez, cet accord a été conclu. Cette fois, ils n'ont pas attendu 10 heures. Moins d'1 heure après cette embuscade et la mort de Khamenei, l'Iran ripostait déjà. Ils ont commencé à viser en particulier les bases américaines. Pas simplement à tirer au hasard. Ils en ont détruit au moins 2. Et j'ai vu des rapports parlant de 5 de ces systèmes radars valant des milliards de dollars. L'un, on le sait avec certitude, celui d'Al-Udeid a été détruit, et un autre, à Bahreïn, à la base navale de la 5e flotte, a également été détruit. Ils disposent de ce qu'on appelle un système de défense aérienne à plusieurs couches. Imaginez-le comme une pyramide, et à la base, la fondation, se trouvent ces radars. Le rôle de ces radars, c'est que lorsqu'un missile est lancé, ils identifient l'endroit d'où il a été tiré, la direction qu'il prend, puis ces informations sont transmises aux autres éléments, qu'il s'agisse d'une batterie de missiles patriotes ou autre. Ces radars ont été neutralisés dès le début, si bien qu'à présent, les États-Unis et Israël sont pratiquement aveugles. Ils ne sauront pas forcément quand un missile est lancé, ni vers quelle direction il se dirige. Ils ne peuvent donc pas l'anticiper comme ils l'ont fait pendant la guerre de 12 jours. Mais notez ceci, même avec ces informations pendant la guerre de 12 jours, l'Iran a tout de même été très efficace pour frapper des cibles partout en Israël. Et nous avons appris que le dôme de fer est probablement efficace contre des roquettes subsoniques, peut-être un drone. Mais au-delà de cela, il n'a aucune capacité à interférer avec ou intercepter un missile balistique voyageant à Mach 6 ou plus. Il en va de même pour le Patriot. Vous savez, Ted Postol a participé à plusieurs podcasts où il montre comment ces missiles Patriot tirent, manquent leur cible, et les missiles continuent simplement de s'abattre sur Israël. Donc, je prévois qu'à mesure que cette attrition se poursuit en Israël, le pays va devenir de plus en plus désespéré, car il ne peut pas supporter la douleur. Il est trop petit. La plupart des gens ne réalisent pas que l'Iran est presque 3 fois plus grand que l'Ukraine. Et regardez toute la puissance de feu que la Russie a déployée contre l'Ukraine au cours des 4 dernières années. Et même cela n'a pas provoqué l'effondrement du régime de Zelensky, qui est soutenu de l'extérieur. C'est simplement un rappel que vaincre une force militaire de la taille de celle de la Russie, avec sa profondeur et ses lignes logistiques courtes, est extrêmement difficile. Je veux dire, ils sont juste à côté. Et voici les États-Unis qui essayent d'abattre un pays 3 fois plus grand que l'Ukraine, avec une armée plus puissante, des convictions plus fortes sur leur nationalité et leur patriotisme, bien plus fortes que tout ce qu'on trouve en Ukraine. C'est tout simplement une erreur de calcul incroyable, parce que les États-Unis vont perdre cette bataille. Et vous savez, je pense que la plus grande perte ne viendra pas tant d'une défaite militaire, même si ça jouera un rôle, mais d'une défaite économique. Parce que le contrôle de l'Iran sur le détroit d'Ormuz va étouffer l'économie mondiale. Certains pensaient d'ailleurs, « Oh là là, ça va vraiment nuire à la Chine. » Ils oublient qu'au moins pour l'Arabie saoudite, je ne pense pas qu'elle va perdre beaucoup en termes d'exportation de pétrole. Le prix va augmenter, mais elle dispose d'un oléoduc qui traverse le pays, de la côte Est jusqu'à la mer Rouge. Ils peuvent donc y faire passer le pétrole, le charger et l'expédier.
Cela va simplement ajouter des coûts de transport, ce qui rendra le pétrole un peu plus cher. Les deux États du Golfe, en réalité trois, qui sont vraiment en difficulté, sont Bahreïn, où se trouve la base navale. C'est le seul du Golfe dont la population est composée à 80% de musulmans chiites. Donc la possibilité d'une insurrection y est assez élevée. Le Qatar, qui est le plus grand producteur de gaz naturel liquéfié au monde, a complètement arrêté son installation. D'après les rapports que j'ai lus, même s'ils la redémarraient demain, il leur faudrait 1 mois avant de reprendre leurs activités comme avant. Donc ce revenu a premièrement disparu. Ensuite, où les pays qui achetaient auparavant ce gaz naturel liquéfié peuvent-ils se procurer des sources d'approvisionnement alternatives? Car, dans l'industrie du gaz naturel, le fonctionnement est tel que l'on paie aujourd'hui pour ce que l'on recevra dans 6 mois. C'est ainsi que l'on obtient un contrat. Donc, littéralement, ce qu'ils produisaient aujourd'hui était destiné à quelqu'un qui avait passé commande il y a 6 mois. Toute nouvelle personne qui se présente, eh bien, elle devra attendre entre 6 mois et 1 an. Donc tu vois, c'est un problème. Et c'est la même chose pour les Émirats arabes unis. Ils sont devenus, en quelque sorte, disons-le, une destination touristique de façade, non? Il y a beaucoup d'expatriés, beaucoup d'Américains qui y vivent. Eh bien, les navires qui les approvisionnent en bœuf et en produits de luxe sont bloqués à l'extérieur du détroit d'Ormuz. Ils ne bougent pas. Donc, cela va être très très difficile pour le Qatar et les Émirats arabes unis, un peu moins pour les Saoudiens. Eh bien, j'ai aussi vu que les Qataris avaient dû fermer leur fonderie d'aluminium. Et celle-ci, selon les médias, met 1 an à redémarrer. Donc l'impact sera considérable. Je me demandais comment vous percevez la transformation plus large de la région à cause de cela, car beaucoup de ces États du Golfe reposent sur une importante population d'expatriés, pour la plupart des personnes venues de l'étranger et non des ressortissants vivant sur place. Beaucoup d'entre eux partent facilement dès que la situation devient instable ou moins prospère. Ils dépendent également fortement de l'énergie qui est en train d'être interrompue. Ils sont étroitement liés à la sécurité américaine. Et une partie de cette confiance s'érode, d'autant plus que leur position de première ligne les rend désormais plus vulnérables au lieu de les rendre plus sûrs. Et je pense qu'en général, beaucoup d'entre eux commencent aussi à s'inquiéter. Vous savez, beaucoup de gens présentent cela presque comme une évidence. Bien sûr, il faudrait réduire les missiles balistiques de l'Iran. Ils ne devraient pas avoir cette capacité. Mais quelle est l'alternative? Si une grande puissance, comme l'Iran, ne dispose pas d'une dissuasion conventionnelle adéquate, elle cherchera alors à se doter d'une dissuasion nucléaire. C'est la logique. On ne veut pas qu'un pays soit complètement vulnérable, sans armes pour se défendre, puis attaquer afin de se débarrasser des quelques armes qu'il possède. On se retrouve alors avec un Iran vulnérable, une grande puissance, comme vous l'avez dit, presque 3 fois plus vaste que l'Ukraine et comptant 90 millions d'habitants. C'est une raison de craindre pour son existence. Et elle se voit refuser toute dissuasion conventionnelle. Je veux dire à ce stade, il semble presque insensé de ne pas développer d'armes nucléaires. Et c'est quelque chose que je pense personne ne souhaite. Alors, que se passe-t-il dans la région maintenant que les alliés de l'Amérique encaissent tous ces coups? Les Turcs ne peuvent pas être satisfaits de ce qui se passe. Tout cela se déroule sur fond de déclaration de l'ambassadeur américain en Israël, Huckabee, disant que, eh bien, si Israël veut prendre la moitié du Moyen-Orient, alors, vous savez, Dieu le lui a donné. Rien de tout cela n'a de sens. C'est presque comme s'ils écrivaient eux-mêmes leur propre défaite. C'est une stratégie horrible, vraiment horrible, s'il y en a une.
Ouais, eh bien oui. Ce serait généreux d'appeler ça une stratégie, car une stratégie suppose qu'on a réfléchi à quelque chose, et eux ne l'ont pas fait. Ça n'a pas été réfléchi. Je pense que la conséquence la plus immédiate de cette attaque, c'est qu'elle pousse les États-Unis à quitter le Golfe. Nous avions au moins 10 bases militaires, des aérodromes ou des déploiements de troupes au sol, et toutes ont été touchées. Je ne veux pas dire détruites, mais rendues inopérantes. En d'autres termes, les soldats américains ne peuvent plus simplement s'y rendre pour travailler chaque jour. C'est un environnement de combat, une zone à haut risque, et ils ont effectivement dû fermer et transférer le personnel. Quand tout cela sera terminé, je ne vois pas forcément, vous savez, le Qatar ouvrir grand les portes. Bon, les gars, revenez, allons à Al-Udeid et faisons bouger les choses. Cela n'arrivera pas. Les attaques contre les ambassades américaines, et en particulier contre les stations de la CIA, sont un message envoyé par l'Iran. Ils vont forcer les États-Unis à quitter le Golfe. Donc une fois tout cela terminé, les États-Unis auront au mieux une présence réduite, et au pire pourraient être complètement exclus. Je ne pense pas qu'ils seront totalement exclus, mais ce ne sera plus comme avant l'âge d'or où les États-Unis traitaient ces pays. Et vous savez, ils comptaient sur la protection des États-Unis. Maintenant, ils découvrent, en particulier les Saoudiens, qu'ils sont un peu contrariés. Ils ont le sentiment que les États-Unis font davantage d'efforts pour protéger Israël que pour protéger l'Arabie saoudite. Je pense donc que cela va constituer un changement majeur. Mais aussi, en ce qui concerne les investissements, qui voudra désormais investir au Qatar ou aux Émirats arabes unis, ou au Koweït, d'ailleurs, ou à Bahreïn. Ce qui semblait être un excellent endroit pour investir et paraissait sûr parce qu'on partait du principe que, eh bien, les États-Unis nous protégeront, n'est plus valable. Les États-Unis ne peuvent pas les protéger. Vous savez, non seulement il a été prouvé que le dôme de fer ne fonctionne pas, mais le Patriot non plus, en réalité. Ce n'est pas efficace, surtout contre les missiles balistiques. Et le THAAD, le système de défense antimissile à haute altitude terminale, tu sais, non seulement il est terriblement coûteux, mais il n'est pas efficace. Donc tout à coup, la perception des États-Unis va changer, en plus de leur duplicité. Tu sais, qui peut faire confiance aux États-Unis sur quoi que ce soit, peu importe ce qu'ils disent. Ils avaient promis de négocier de bonne foi avec l'Iran, et ils ne l'ont pas fait. Ils s'en sont servis comme prétexte pour attaquer l'Iran. Alors tu vois, la prochaine fois que quelqu'un dira « Hey, les États-Unis veulent un cessez-le-feu », c'est pour ça que l'Iran a dit non. Il n'y a rien à discuter avec vous. L'Iran va parler avec ses missiles. Oui, je peux en quelque sorte comprendre ou empathiser avec la position des États du Golfe. Parce que lorsque les États-Unis étaient la seule grande puissance, le seul hégémon, ils n'avaient pas de rival, c'était le seul acteur en jeu. Dans ce contexte, il était tout à fait logique de miser sa sécurité sur les États-Unis. Nous avons vu la même dynamique en Europe. Les pays qui rejoignaient l'OTAN étaient en sécurité, tandis que ceux qui restaient à l'extérieur pouvaient éventuellement devenir des cibles. Donc, vous savez, on veut être à l'intérieur, pas à l'extérieur. Et je comprends pourquoi les États du Golfe ont tout misé sur le seul cheval en lice. Mais cela, c'était l'Amérique, l'hégémon, confortable et incontesté. Le problème dans le système international, c'est lorsqu'un hégémon est en déclin et que d'autres puissances rivales émergent. Car alors, l'instinct de l'hégémon sera d'affaiblir ces autres centres de pouvoir. Et soudain, ces États de première ligne peuvent être utilisés. On le voit aussi en économie d'ailleurs. Il y a une volonté de fondamentalement cannibaliser les industries de Taïwan, de la Corée du Sud et de toute l'Europe. Et soudain, toute cette nostalgie du passé, utilisée comme raison pour continuer à coopérer,
n'a plus vraiment de sens. Je pense que oui. Le problème pour les États du Golfe, c'est où vont-ils à partir de maintenant? Vont-ils faire la paix avec l'Iran? Les Américains ne vont pas le permettre non plus. Alors, que peuvent-ils faire exactement? Mais as-tu une idée? Sais-tu quelque chose sur les divisions internes dans ces États du Golfe? Parce que, sûrement, beaucoup d'entre eux doivent être inquiets de ces nouveaux plans ou de la rhétorique venant d'Israël également. Eh bien oui, aucun de ces gouvernements n'est issu d'élections populaires. Non. Ce sont des autocraties, essentiellement, vous savez, des autocrates tribaux. Et ils fonctionnent avec, disons, ce que j'appelle une sorte de système moderne de travail forcé. Ils font venir des personnes des Philippines et d'Asie pour accomplir toutes les tâches subalternes. Ces travailleurs vivent dans des conditions horribles, vraiment horribles, et cela concerne toute la région. C'est pourquoi il y a actuellement une réelle inquiétude face à la réaction de l'homme et de la femme ordinaires dans la rue à Bahreïn. Ils applaudissaient lorsque les missiles iraniens tombaient et frappaient la base navale américaine là-bas, à Bahreïn. Donc vous voyez, la perspective de voir émerger un mouvement politique dans l'un de ces États du Golfe, le Qatar, les Émirats arabes unis, qui remettrait en cause les dirigeants riches en place, est assez mince. Que va er från pas baslägnet den? Rich rulers that are there, because again, they don't have a base of support. It's not like, there's not some beloved. Ce n'est pas comme s'ils étaient une sorte de figure paternelle aimée de tous. Et en Arabie Saoudite, c'est encore plus compliqué. Il y a les différents princes qui se disputent le pouvoir. Ils ne sont pas tous loyaux envers Mohammed Ben Salman. Donc oui, l'instabilité dans le Golfe Persique, je pense qu'elle restera très probable, même après la fin de cette guerre. Parce que je crois que la clé pour y mettre fin sera que l'Iran rouvre le détroit d'Ormuz à la circulation. Mais il ne le fera que s'il y a un accord en place. Quelque chose comme la levée des sanctions économiques et l'engagement des États-Unis à ne plus installer de bases militaires en Arabie Saoudite, au Qatar ou ailleurs. Je pense que l'Iran sera en position d'imposer certaines conditions. En ce moment, si vous dites ça aux États-Unis, on se moque de vous. Oh non, l'Iran a des ennuis. Mais j'ai écrit hier soir un article sur l'histoire de l'utilisation de la puissance aérienne pour provoquer un changement de régime. Nous n'avons pas un seul exemple depuis la Seconde Guerre mondiale où la puissance aérienne a permis un tel changement. Et cela inclut, vous savez, le Vietnam, avec l'opération Rolling Thunder, l'attaque en Serbie. Et puis le grand cas, regardez Israël à Gaza au cours des 2 dernières années et demie. C'est en grande partie une guerre aérienne là-bas, une guerre aérienne même avec des troupes au sol, et ils n'arrivent toujours pas à vaincre le Hamas. L'échec des États-Unis lors de l'opération Rough Rider en mars dernier, l'échec des États-Unis à renverser Saddam uniquement par la puissance aérienne en 2003, vous voyez donc, jamais, au grand jamais, nous n'y sommes parvenus. Et maintenant, nous pensons réussir cela contre l'Iran. Je veux dire, regardez cette liste. Nous avons l'Irak, attaqué 2 fois, Gaza, le Vietnam ou le Nord-Vietnam à l'époque, la Serbie. Le seul pays sur cette liste qui soit même comparable à l'Iran, militairement et économiquement, ce serait le Vietnam, non? Donc en réalité, nous sommes ici à dire qu'Israël, qui n'a pas réussi à vaincre le Hamas après 2 ans et demi de domination militaire totale dans tous les domaines, va maintenant vaincre l'Iran. Et de même, les États-Unis, qui ont passé 7 semaines à essayer d'arrêter les lanceurs de missiles mobiles des Houthis et ont échoué après 7 semaines, ces deux-là réunis vont abattre l'Iran. C'est absurde. Mais vous savez, c'est le niveau de délire qui infeste Washington et Tel Aviv en ce moment. Oui. Eh bien, le souvenir de... Je veux dire, nous n'avons pas besoin de remonter jusqu'au Vietnam, mais le souvenir de l'Irak devrait encore être frais aux États-Unis.
L'Iran a presque 4 fois le territoire de l'Irak et je crois environ 2 fois sa population. C'est donc un pays immense et ils sont correctement développés. Encore une fois, étant donné qu'ils ont dû se retirer du Yémen, c'est assez fascinant qu'ils aient décidé. Eh bien, allons-y pour l'Iran alors. C'est un adversaire très différent. Mais je dois dire qu'au Yémen, du moins, il y avait une certaine sagesse du côté de Trump. C'est-à-dire qu'il est parti en pensant qu'il allait faire beaucoup mieux qu'Obama parce qu'il se croyait bien plus intelligent. Ça n'a pas marché. Mais alors, que fait-on quand on échoue? Est-ce qu'on intensifie ou qu'on désamorce? Tu sais, lui n'a pas insisté. Il a dit bon, mission accomplie. Allez, rentrons à la maison. Mais même pour le Groenland, tu sais, il allait y aller, puis les Européens ont opposé un peu de résistance et il a au moins temporairement fait marche arrière. Mais en Iran, il semble que ce ne soit pas une option, qu'il n'y aura désormais qu'une escalade. Ou bien vois-tu, je suppose, une porte de sortie pour Trump ici? Sinon, juste une dernière question. Où penses-tu que cette guerre va mener? Parce qu'on en est au 6e jour maintenant. Où vois-tu la situation dans une semaine ou 2? Where do you see this going in a week or two from now? Well, I think by the end of next week. Eh bien, je pense qu'à la fin de la semaine prochaine, les États-Unis auront épuisé leur stock de missiles Patriot et Tahad. Ensuite, il y aura un affrontement au sein du département de la Défense entre les commandants de l'Indo-PACOM et du CENTCOM. Le CENTCOM exigera que toutes les réserves restantes de défense aérienne soient transférées depuis l'Indo-PACOM. L'Indo-PACOM dispose de 3 bataillons de missiles Patriot. Chaque bataillon compte de 4 à 6 batteries et chaque batterie possède un stock compris entre 72 et 96 missiles. Il va donc y avoir une lutte interne au sein de l'appareil de défense américain pour déterminer qui obtiendra quoi. Vous savez, allons-nous considérer la Chine comme une priorité en tant que menace ou allons-nous nous épuiser avec l'Iran? Je ne vois pas les États-Unis capables, militairement, de mettre l'Iran à genoux. Au contraire, ces attaques, en particulier l'assassinat de l'ayatollah Khamenei, ont eu l'effet inverse. Elles ont galvanisé le peuple d'une manière qu'on n'avait pas vue depuis la guerre Iran-Irak dans les années 1980. Ils sont donc plus engagés, plus déterminés que jamais, et on le voit sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas seulement à Téhéran, c'est dans tout l'Iran. Vous savez, je parierais que l'Iran compte au moins une centaine de villes, enfin peut-être une cinquantaine, plus grandes que Tel Aviv. En fait, je vais vérifier ça. Mais l'Iran compte beaucoup plus de villes dont la population dépasse celle de Haïfa et de Tel Aviv. Et cela lui donne un avantage. Il n'a pas besoin de frapper de nombreuses cibles. Je veux dire, il suffit de viser Haïfa, de viser Tel Aviv et de viser les bases militaires, en gros 5 ou 6 types de cibles distinctes. Et il n'a pas besoin de couvrir une immense superficie pour le faire, alors qu'Israël et les États-Unis, eux, le doivent. Il y en a trop. Vous savez, d'accord, nous avons bombardé Téhéran. Téhéran est une ville de 12 millions d'habitants. Tout Israël n'en compte que 7 millions. Donc en gros, Téhéran est presque 2 fois plus peuplé qu'Israël. Ainsi, Israël constitue une cible beaucoup plus facile à atteindre et à dévaster. Il est bien plus facile de détruire Israël, car c'est une zone petite et confinée, comparée à la difficulté de briser l'Iran. Et reprenons l'exemple de la puissance de feu que la Russie a déversée sur l'Ukraine au cours des 4 dernières années. La Russie a infligé des dégâts considérables, mais cela n'a toujours pas provoqué l'effondrement du gouvernement ukrainien, du moins pas encore. Peut-être qu'un jour cela arrivera, ou peut-être que cela se produira lorsque les opérations militaires, les opérations terrestres s'étendront. Donc oui, je pense que cette guerre, Trump est désormais engagé dans une guerre d'usure. Sa seule issue serait de déclarer la victoire et de se retirer. Et je ne pense pas qu'il le fera.
Et cela va, écoutez, cela va mettre fin à sa présidence. Je prédis qu'en novembre, la colère contre Trump pour nous avoir entraînés dans une autre guerre étrangère inutile, malgré ses promesses contraires, donnera le contrôle non seulement de la Chambre des représentants, mais aussi du Sénat aux démocrates, les plaçant en position d'engager une procédure de destitution contre Trump. Et franchement, je pense que vous verrez beaucoup de républicains prêts à monter dans ce train. Parce que ce que Trump a fait maintenant, il n'a même pas essayé de rallier du soutien, ni de présenter un argument cohérent pour expliquer pourquoi nous devrions attaquer l'Iran. Il l'a simplement fait. Et le ressentiment et la colère parmi ses partisans sont bien réels. Mais je ne sais pas non plus quelle direction les États-Unis vont prendre à partir de maintenant. Car s'ils ne peuvent pas vaincre l'Iran, que peuvent-ils faire? Ils peuvent intensifier la brutalité, bombarder des zones peuplées, tenter de contraindre l'Iran à accepter un cessez-le-feu ou impliquer d'autres États, peut-être l'Azerbaïdjan, ou encore former des groupes par procuration, comme avec les Kurdes. Espérons que personne ne pense aux armes nucléaires, mais oui, j'aimerais pouvoir entrevoir une issue quelque part. Sinon, nous pourrions assister à une énorme. Cela pourrait devenir très laid, très vite. Plus laid encore, devrions-nous dire. Bref, un dernier mot avant de conclure. Je ne sais pas. As-tu vu les commentaires d'Elizabeth Warren, la sénatrice du Massachusetts? Elle sortait hier d'un briefing de la CIA sur la guerre en Iran et a déclaré « C'est pire que ce que vous pouvez imaginer. C'est bien pire, ce qui se passe, l'incompétence et les capacités de l'Iran. Tu sais, cela a vraiment le potentiel de se retourner contre Trump et sur le plan politique, ça va le hanter. Et les dommages à la réputation de l'Amérique sont profonds. Car auparavant, ceux qui pensaient « Oh, eh bien, l'Amérique est si puissante qui peut se dresser contre elle. » Et maintenant, alors que l'Iran se trouve à la fin de tout cela, et que les États-Unis le supplient de conclure un accord pour s'en sortir, pour mettre fin à cette situation, ils vont prendre du recul et dire « Attendez une seconde. » C'est comme ce moment dans Le Magicien d'Oz original, quand Dorothy arrive au palais du grand et puissant Oz, et que le chien tire le rideau pour révéler un petit vieil homme derrière, en train de manipuler la machine. Ce sera ce moment-là, le moment magicien d'Oz, pour les États-Unis, où il s'avérera qu'ils ne sont pas le grand et puissant magicien, mais plutôt un petit vieil homme caché derrière un rideau. Eh bien, je pense que cela fait aussi partie de la stratégie d'Israël. Les gens sont toujours stupéfaits par leur brutalité lorsqu'ils entrent en guerre. Mais cela a aussi un certain sens stratégique. Autrement dit, si vous voulez que les gens pensent qu'Israël est tout-puissant, que s'il affronte un adversaire, il le détruira sans aucune limite, alors les autres pays considèrent cela comme une stratégie à éviter. Mais non, je pense qu'un grand nombre d'idées, d'images et de réputations vont s'effondrer et qu'elles ont également une importance qui dépasse le simple aspect matériel. Mais oui, comme je l'ai dit, merci d'avoir pris le temps. C'est passé vite. Ah oui, le temps file. Donc non, nous ne sommes pas à la fin du monde. Nous ne passons pas un bon moment. Mais en tout cas, merci pour tout ce que tu fais, Glenn. Tu fais un excellent travail. Continue comme ça. Merci, Larry. D'accord, au revoir.